Hello les voyageurs et bienvenue sur À ton tour du monde, le récit des voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de nouveaux aventuriers. Alors préparez-vous à être transportés au bout du monde. Bonne écoute! En fait, quand je suis arrivé, je savais que l'été, c'était pas idéal pour toute l'île. Je savais que le sud, déjà, c'était plutôt la pluie. Déjà, il y a pas mal de centres de plongée qui, dans le sud, partent plutôt sur la côte est l'été parce que c'est pas du tout la bonne saison. Moi, ce que je fais toujours quand je pars en voyage, je me prends une carte, je me mets sur Maps.me, je mets tous les points qu'il y a à voir sur le pays. Et après, je décide un petit peu en fonction du temps que j'ai, de la météo, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Nicolas, aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on parte en immersion au Sri Lanka. Tu arrives à Colombo. Est-ce que tu peux déjà directement nous parler de cette ambiance? Je sais que c'est une ville où ça grouille pas mal. Est-ce que tu as ressenti des odeurs? Quelles ont été tes premières sensations dès que tu as mis le pied sur cette ville? Colombo, quand j'y suis arrivé, je suis arrivé avec le bus. Un bus un peu à l'arrache, sans trop savoir si j'avais pris la bonne direction. Mais bon, je sens sur ma carte qu'on se dirige vers Colombo, donc je me dis, bon, on est dans la bonne direction. Je donne une adresse approximative au chauffeur. Il m'arrête à un gros carrefour, mais où tu as 6 embranchements, tu as des tuk-tuk, tu as des voitures, tu as des bus, t'as un peu de tout qui passe. Et je m'arrête là. Je suis le seul à descendre avec mon gros sac et tout. Je me dis, bon, écoute, ça doit être là, je vais lui faire confiance. Puis il se trouve que l'hôtel que j'avais pris, enfin c'était marrant, c'est un capsule hôtel en plus. Il était juste à côté. C'est des chambres où tu as comme des casiers à humains. C'est des trucs qui doivent faire 1 mètre de haut sur 1 mètre de large et tu as 1,80 m de profondeur. Et en fait, tu t'insères. C'est très japonais. Les Japonais ont beaucoup ça. Il y en a même qui vivent comme ça à l'année. Et c'est pour maximiser le nombre d'espaces vivables dans une seule pièce. Donc plutôt que d'avoir des lits superposés, t'as des petites capsules et tu peux en avoir 8 ou 10 par petite pièce. Franchement, dans un 10 mètres carrés, tu peux mettre 10 personnes, quoi. Je m'étais toujours dit que ça devait être très étrange de dormir là-dedans. C'est bizarre. Alors, c'est marrant parce que tu te sens, c'est un peu comme un sarcophage, quoi. Tu te sens un peu à l'étroit, mais aussi en sécurité. T'es vraiment dans une sorte de couchette de train, mais tu vois pas ton collègue à côté, tu vois pas ce qui se passe au-dessus. Tu rentres par l'avant. Enfin, c'est assez particulier comme expérience. Donc, c'est très bien quand tu veux juste passer une nuit. Quand tu as une semaine à faire, c'est peut-être un peu moins chouette, quoi. Voilà, je me retrouve dans cet hôtel-là. On doit être dans l'après-midi. Je vais me balader très, très rapidement, mais je rentre vite parce que je sais que je veux partir assez tôt le matin. Et je vais déjà à la gare pour prendre mon ticket pour demain. Et en fait, je sais que normalement, il pleut dans le sud. Mais là, sur la météo, ils ont l'air de dire que ça a l'air d'être clément, ça peut être un peu gris. Je me dis, bon, l'idée, c'est de partir dans le sud, remonter par le centre et faire l'est. Je me dis, bon, je vais attendre le lendemain, je prends quand même mon ticket de train. Et ce qui est génial là-bas, c'est que d'habitude, les transports, quand tu t'y connais pas, c'est un enfer. Quand tu tapes pas les codes, même en France, je pense que si tu arrives, tu vois tous ces écrans, tu es un peu perdu. Et là-bas, en fait, c'est super simple. Le bus, le train, t'as des guichets qui t'expliquent clairement où est-ce que tu vas, quel train prendre, quel horaire, etc. Donc, franchement, en 10 minutes, je me retrouve avec un billet de train pour le sud. J'arrive à Galles, je crois. Je pars dans mon hôtel, je passe la nuit et là, tempête horrible, orage, mais je pense que tu as un orage toutes les 15 secondes. Donc là, je me dis, bon, à mon avis, le sud, ça sent des pieds. J'attends, je passe la nuit, écoute, le lendemain, il fait plutôt beau. Je dis, vas-y, je le tente. Au pire, j'arrive à Galets. Si c'est pluie, je remonte sur Colombo, je repars dans le centre, etc. Puis j'arrive, un peu de pluie au début. Et puis à Galets, finalement, ça va, c'est un peu gris. Je me balade, il n'y a pas forcément grand-chose à voir. Donc je continue à m'enfoncer un peu dans le sud avec un bus, un tuk-tuk, etc. Et en fait, il se trouve que dans le sud, il fait extrêmement beau. Donc là, c'est un peu grosse surprise. Je me retrouve à Mérissa, puis à Tangal. Et là, il doit faire quelque chose comme 35-40 degrés, pas un nuage. Alors, tu as un peu de vent et en fait, les vagues sont assez énormes. Donc, c'est pour ça que tu n'as plus de surf, tu n'as plus de plongée là-bas. Mais normalement, il est censé pleuvoir. Et là, franchement, j'ai une météo, j'y reste, je ne vais pas dire bêtise, je crois que j'y reste 2-3 jours. Et j'ai une météo qui est juste fabuleuse, quoi. On est à Donc quelle période de l'année? là, on est sur juillet-août, plutôt août. Donc normalement, voilà, c'est vraiment, tu as 90 de chance, j'exagère peut-être un peu, allez, 70 de chance d'avoir de la pluie.
je me dis j'y reste et puis je vais pas y rester très longtemps, donc très vite je vais retourner vers le centre où c'est censé faire un peu meilleur, mais bon. Donc j'arrive dans une petite guest house chez l'habitant sur Tangal, je me loue un scooter au bout de la rue. Moi j'aime bien louer des scooters, je me sens vachement libre comme ça te permet de t'arrêter où tu veux, de prendre des petits chemins, c'est plutôt cool. Et puis je me balade, je regarde sur ma carte où est-ce que je peux aller. L'idée c'est d'aller chercher des petites plages un peu perdues. Sur la carte, c'est pas vraiment indiqué, t'as les petits traits pointillés. Je me dis, bon, écoute, je pose le scooter, on va descendre par là. Et puis là, t'arrives sur une plage où bah, t'as rien, t'as personne, t'as des vagues, un sable qui est incroyable, des cocotiers verts, tout est juste magnifique. Et en fait, je vais un peu au bout de cette plage-là, on doit être sur les midi 13h. Et en fait, je me retrouve avec une petite bicoque, enfin, c'est une sorte de cabane avec t'as deux tables, deux chaises, puis il n'y a personne. Et puis j'ai un peu faim, et puis le truc, tu sens qu'il peut faire de la nourriture, je crois que tu as une sorte de barbecue à côté, machin. Puis il y a un type qui sort de nulle part, qui me demande si j'ai faim. Je lui dis que ça tombe bien, ouais, plutôt. Il me dit, bah écoute, la petite bicoque, là, elle est à moi, je suis un restaurant, enfin, restaurant, on s'entend, hein. C'est un cabanon où il doit voir passer un type tous les 2 jours, donc il est un peu surpris, et il me dit, bah ouais, enfin, je lui dis que le poisson, moi, ça me va. Il fait, ok, j'arrive. Bon, faut pas attendre que le service soit fait en 5 minutes, hein. Je pense que le poisson, soit il est pas encore pêché, soit il vient tout juste d'être pêché. Tout. Et ça m'est arrivé plusieurs fois au Sri Lanka où tu sens que le mec, discrètement, il ferme la porte de derrière, il galope, il va chez je sais pas qui, chez le voisin ou quoi, et puis il revient, il me dit, ouais, bah voilà, c'est là, c'est prêt. Et il me fait un poisson qui est extraordinaire. Et puis je reste là, moi je suis face à la mer sur ma chaise en plastique avec mon petit poisson, mon riz. Et là tu dis, ok, ça fait même pas 2 jours que je suis ici, quoi. Ça Ah, commence bien. le Sri Lanka, voilà, le Sri Lanka, là on est bien si tout est comme ça, et je le sens parce que déjà, avant, tous ceux qui y sont allés te disent que c'est des gens qui sont quand même vachement accueillants. Et je suis content parce que je sais que je suis pas dans un truc touristique où je vais croiser tout le monde, où le mec il a une carte déjà préétablie. Je sens que c'est un mec qui a envie de faire à manger à celui qui passe, quoi. Clairement, Est-ce que tu te souviens exactement où c'est? ouais, je pourrais te retrouver le nom. C'est une petite plage, c'est du côté de Goyamboka, mais le nom de la plage, ouais, j'ai pas envie de te dire bêtise parce que je me demande s'il a même pas un nom, Goyamboka Beach ou un truc comme ça. Tu vois, limite le truc, il est pas défini, mais c'est une des premières plages et je crois que c'est la plus compliquée à trouver parce qu'en fait, t'as vraiment un petit chemin qui est pas vraiment répertorié, qui t'emmène vers autre chose. Faut aller dedans, t'es entre les palmiers et les cailloux. Et puis tu arrives là, donc je pense que tu dois y avoir du monde qui y va, sinon le mec il aurait pas sa petite cabane. Tu as deux, trois plages un peu secrètes comme ça. Après, tu en as une énorme, je crois que c'est Secret Beach qui est gigantesque, avec un resort tout au bout, mais vraiment perdu. Je pense que c'est aussi du fait que je ne sois pas en haute saison dans le sud. Et j'avais personne. Je me retrouve à marcher, tu as l'impression que tu es sur une île déserte. Donc tu commences à à dessiner un SOS sur le sable parce que tu es dans le doute. J'ai toujours eu cette chance un peu aussi, c'est de toujours me retrouver dans des endroits où il y a quasiment personne. Je le cherche aussi, hein, je vais aussi dans ces endroits pour ça. Mais là, vraiment, là, t'as personne et c'est agréable parce que tu t'attends pas à avoir une plage un peu incroyable et 300 000 personnes qui sont venues bronzer. Là, dans ce cas-là, je fais demi-tour. Mais non, franchement, beaucoup de plages dans le sud, là, sur Tangal, Mirissa, Goyamboka, qui sont vraiment incroyables et franchement, les plus belles que j'ai vues au Sri Lanka. En tout cas, c'est intéressant parce que souvent, en effet, les gens ils réservent à l'avance et en se disant, bah, de toute façon, c'est pas la saison, donc on va pas par là. Et ça répond encore une fois, comme souvent la majorité des grands voyageurs, c'est de se dire qu'en fait, il faut se laisser porter et il faut pas trop préparer à l'avance. Et là, tu as osé aller dans le sud et tu as eu un super temps, quoi. C'est ça. En fait, le problème, moi, je book généralement la première nuit. Je vais dans la capitale, je me boucle la première nuit, si j'arrive dans l'après-midi, si j'arrive le matin, ça m'est déjà arrivé de prendre un train, un bus tout de suite. Mais bon, au moins, tu sais où tu poses tes valises, t'as pas à chercher, t'es un peu fatigué par l'avion. Mais après, si tu commences à booker tous tes trains, tes bus, tes avions, j'en ai rencontré un qui faisait le tour du monde, il savait dans 4 mois quel avion, à quelle heure il prenait. En fait, ça t'empêche complètement d'improviser, d'adorer un endroit et de te dire, bah, je vais y rester une semaine au lieu de 3 jours. Et puis effectivement, tu vois, j'aurai de la pluie, bah, il me restait plus qu'à prendre un poncho et puis d'attendre 3 jours que la pluie passe, quoi. Et là, tu es coincé. Bon, je sais que là-bas, rien ne coûte cher, donc tu peux prendre ton bus, ton train, mais même psychologiquement, tu t'imposes, alors qu'on fuit, hein, généralement dans les voyages, je dois aller au bureau à telle heure, je dois appeler tel client à telle heure. Bah, le but, c'est plus de pression, on boucle rien,
Et moi, j'adore parce que, pareil, dans le train, tu n'étais pas à l'abri de rencontrer quelqu'un qui dit: «Ah bah attends, viens dormir chez moi. Ah bah, j'avais pas prévu, mais OK, vas-y, tu où? OK, tu là» et puis qui va te faire rencontrer quelqu'un et puis pouf, tu changes. Ça m'est arrivé plein de fois, hein, de changer mon itinéraire parce que j'ai rencontré quelqu'un, qui était pas prévu. Après, tu es tout seul. Est-ce que tu penses que c'est jouable pour, si on part à plusieurs ou en famille, de rien booker sur une période comme celle-là, estivale, au mois d'août? Bah, ça dépend où tu vas. Si tu vas dans le sud, c'est vrai que tu prends le risque quoi qu'il arrive, hein. Moi, je pense que j'ai eu de la chance, tu y retournes, tous les étés. Je suis pas sûr qu'il y ait un soleil, comme j'ai eu. Après, c'est vrai que quand tu es en famille, tu as quand même une complexité, tu as les enfants et cetera. Tu peux pas te permettre, même si c'est des pays où tu trouves toujours, quelqu'un qui t'accueillera. Mais c'est vrai que ne serait-ce qu'un train, quand tu es nombreux, bon, faut peut-être t'y prendre un peu en avance. Moi, il y a des fois, je savais qu'à tel endroit, il fallait que dès maintenant, en arrivant, je boucle le bus pour dans 2 jours. Parce que si je le bookais pas là, j'en ai peut-être pas pendant 4 jours. Donc des fois, tu as des complexités, mais bon, ça arrive de temps en temps. Après, l'été, honnêtement, tu as tellement de bus. Le réseau ferroviaire, il est très bien. Tu as des bus tout le temps. Au pire, tu as des taxis, ça te coûte un petit peu plus cher, mais tu as des tuk-tuk qui peuvent te faire un transfert de ville en ville. Franchement, je suis pas inquiet. Et puis vraiment, le réseau de bus, il est très complet et très facile à comprendre. Non, je pense pas que tu sois obligé de booker, surtout quand tu es à deux ou tout seul. Non, franchement, ça se fait, Tu as parlé de scooter tout à l'heure. Est-ce que c'est aussi facile qu'en Indonésie de louer des scooters? Je sais qu'à Bali, par exemple, tu n'as même pas à t'inquiéter. Tu demandes à ton hôtel, 10 minutes après, tu as Ouais. 3 scooters qui t'attendent. Est-ce que c'est pareil au Sri Lanka? Ouais, alors je pense que t'en as pas partout, tu vas en avoir sur les spots principaux. Donc dans le sud, à Tangal, j'en avais trouvé. Après, j'en ai loué à Ela, beaucoup de bus, vélo. Tout à l'heure, j'en ai loué un. Si le mec m'entend, je vais pas tuer son scooter, hein, mais je me suis retrouvé après une fois que bon, je te raconterai tout à l'heure, mais l'anecdote du scooter, j'ai cru que j'allais finir dans la forêt et vivre là-bas, quoi. Mais Vas-y, non, vas-y, t'es lancé, raconte. bah, en gros, à Put-Palais, qui est après là, je loue un scooter au gars qui m'héberge, et c'est le scooter de son fils. Et alors là-bas, ils ont une culture du scooter, ils vont te mettre des poignées bleues, fluo, des trucs dans tous les sens. J'ai en plus des poignées, je sais pas une sorte de picot sur les poignets ultra désagréable, c'est un enfer. Je pense que lui, il était très content. Et donc, je me retrouve, je vais à Hortons Plains, qui est un parc national, donc un peu brumeux, un peu mystique, c'est assez cool. Bon, je pars en pleine nuit. Et puis au retour, je me dis, bon, j'ai pas envie de me retaper les 4 heures de scoot ou les 3 heures, je sais plus combien de temps j'avais mis. Et je regarde sur ma SMI et je vois qu'il y a un petit chemin. Et je dis, bah, c'est super, là, ça me fait gagner quasiment 2 heures de scoot. Je passe par là et il y avait un énorme coup de vent la veille, donc il y avait des arbres un peu au sol et tout. Ok, bon, je zigzag, etc. Et j'arrive dans le chemin, bon, petit chemin en terre, bon, ça se prend en scoot, je continue. Bon, il y a un peu de caillasse, ok, bon. Puis les cailloux, c'est devenu des rochers. Honnêtement, j'étais obligé limite de soulever le scooter. Et à un moment, mais ça a duré 3 heures. Ça a duré 3 heures. Ça sautait tellement que je pense qu'il y avait de l'essence qui sortait un peu du réservoir. Ça sentait l'essence. Je me suis dit, mais le scooter, je vais le détruire. Je vais le détruire. Il est mort, le truc. Et je ne voyais pas comment j'allais pouvoir continuer. Quand je te dis que j'ai dû escalader des trucs, porter le scooter, je voyais des gros camions passer avec des roues qui étaient aussi grandes que moi. Ils me regardaient, mes gars, ils me disaient, mais gars, c'est bon, vis ici, pose ton scooter, fabrique-toi une maison, c'est bon, tu repartiras jamais. Puis j'étais épuisé, j'avais mal aux fesses comme jamais, mais c'est un tape-cul pendant 3 heures. Et je suis sorti là, je lui ai ramené son scooter qui était bien, hein, tu vois, mais j'ai dit, gars, faut revoir les suspensions parce que, en tout cas, les scooters là-bas, une confiance totale. Ils sont d'une robustesse, c'est incroyable. Et alors là, pareil, il n'y a pas de papier, rien, c'est de main à la main, tranquillou, on fait pas gaffe au Ouais, contrôle. contrôle, non. J'en ai eu une fois, j'ai mon permis international. Et là-bas, le permis international, contrairement à d'autres endroits, genre au Vietnam, tu vois, ça suffit pas. Il faut comme quoi tu as ton permis moto en France ou en Europe. Au Sri Là, Lanka, ouais, il demande? ouais, ils te le demandent parce qu'ils veulent de l'argent. Donc si t'es pas en règle, tu te prends une amende qui va de 10 à 500 dollars, quoi. Donc ça, c'est Et entre guillemets, la police qui ouais, t'arrête et qui te demande ce genre de choses. Par contre, pour le louer, tout le monde s'en fout. ouais, pour louer, t'as aucun problème. J'ai même pas souvenir si, je pense qu'ils te photographient ton passeport. L'idée, c'est surtout là-bas de pas le donner. Même à la police, tu le donnes jamais. Pour dire, j'avais même 2 permis internationaux. Un ancien qui était en fin de validité, je m'en étais fait refaire un au cas où. Et à chaque fois, je donnais le plus ancien parce que sur un contrôle, il y a un mec qui a quand même regardé, non, mais non, ça marche pas, vous n'avez pas les bons tampons. Je fais, si, j'ai le bon tampon là, 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 là et là. Je savais que j'étais en règle à 200%. Il commençait à chercher, puis tu vois, il était un peu frustré de ne pas avoir réussi à m'avoir, parce que j'avais une bonne tête de touriste.
Et tu sens que il me fait tourner en rond pendant 5 minutes. Il me dit non, 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 mais sur la version anglaise. Je fais, mais non, c'est exactement les mêmes tampons. Regarde, tac, tac. Et il voyait que je lâchais pas. Il m'a dit, tu vois, il me l'a presque jeté. Il m'a dit, ok, c'est bon, partez, machin. Et une autre fois sur mon passeport où le mec il a essayé de me le prendre juste pour vérifier. Et j'ai dû le garder en main et lui il tirait, on tirait tous les deux. C'est un sketch. Et là-bas, c'est assez répandu que si tu donnes ton passeport, tu sais pas trop quand et à combien tu vas le récupérer, quoi. C'est Ouais, marrant c'est parce un que tu peu vois, j'avais pas cette image-là. Je pensais que c'était vraiment très cool le fait que ce soit un peu un pays bouddhiste. Je sais pas si je suis un peu trop idéaliste, mais je pensais que c'était encore plus cool. En fait, ils le sont, mais c'est vrai que t'as des petites arnaques un peu comme ça. Alors, c'est pas méchant, mais c'est vrai que bon, bah, il va t'arnaquer il va te prendre 15-20 balles. Pour lui, 15-20 balles, c'est énorme. Toi, tu vas dire, bon, ok, j'ai pas envie d'avoir de problème, tenez, je vous les donne. Et puis, quand il voit que tu t'es un peu ferme et tu dis non, c'est hors de question. Prendre des amendes quand t'as fait une bêtise, bon, bah, c'est le jeu, c'est ok, t'assumes, tu payes. Quand tu sais que t'as rien fait et que là, c'est vraiment juste parce que t'as une tête de touriste, là, ça m'ennuie et je lâche pas, quoi. Ça m'est pas arrivé souvent. Je me suis fait arnaquer à Colombo au retour. Mais là, je l'ai vu gros comme une maison et enfin, arnaqué. J'ai lâché 5 euros. Il me prend en tuk-tuk, il me fait croire qu'il y a la reine d'Angleterre, parce que je crois, un pays qui était sous pavillon britannique il y a des années. Je dis, ouais, elle revient, il y a une procession avec les éléphants, les machins, il y a 150 éléphants dans la ville. Et t'entends rien, t'as pas un bruit, t'as pas une trompette, t'as rien. Je dis, non, mais ton histoire, elle tient pas debout. Puis il est de mèche avec visiblement le tuk-tuk, donc je me dis, bon, ok, pourquoi pas. Et puis il m'emmène, il me dépose à un endroit perdu. Et oui, bah maintenant, c'est 40 balles. Je fais non, non, c'est hors de question. Tiens, prends 5 euros, moi je m'en vais. Donc tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Ils essayent, mais tu te sens pas en danger. En fait, c'est à chaque fois, ils tentent. Et puis s'ils voient que tu dis non, bah, ils vont dire bon, bah, vas-y, file-moi au moins 1 euro. Et en fait, tu leur en veux pas. Moi, je voudrais revenir aussi sur ta sensation quand tu étais sur le scoot et que tu dis putain, ça va jamais passer. Quand tu es à plusieurs, là, c'est parfois le genre de moment où tu tapes du fou rire aux larmes, mais en tout cas, toi, là, tu es tout seul, tu es dans la galère, tu es tout Ouais, seul. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti à ce moment-là? j'étais mort de rire. Ah, tu Mort ris de tout rire. seul, ok. Ouais, ouais. Je savais que c'était. Alors, il faisait encore jour. J'étais allé très tôt à Hortons Plains, donc je pense que. Je sais même plus où j'ai mangé, mais je pense que ouais, il devait être midi. Allez, midi 13h. Donc il faisait encore jour, donc je savais que j'avais encore du temps. Je voyais aussi la carte. J'étais pas perdu, perdu, parce que je voyais qu'il y avait encore des petites maisons, il y avait des trucs. Donc au pire des cas, voilà, j'aurais pu être aidé. Mais ce qui m'inquiétait, c'est de devoir appeler le gars, dire bon, je te le dis, ton scooter, il est perdu dans la forêt, il faut que tu viennes me chercher, ou il faut que tu trouves une solution, ou est-ce que tu n'as pas un ami qui a un 4x4, un truc où on peut. Voilà, c'était plus ça. J'avais pas envie de l'appeler, dire ah, ton scoot, je l'ai broyé en deux, appelle l'hélico, parce que là, on sortira jamais de là, quoi. Mais tu te retrouves sur ton scoot, tu regardes autour de toi, tu es au milieu des rochers, tu dis ok, qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Donc c'est ça qui, en fait, c'est drôle. Ça m'aurait vraiment blessé si j'avais abîmé le scoot et que, bon, pareil, t'assumes, tu payes. Mais c'était plus ça. C'était plus, je voulais pas abîmer son Ouais, tu scooter. t'es pas senti en danger, quoi. Non, 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 pas là. Pas là. Franchement, c'était safe. C'est juste que je savais pas dans combien de temps j'allais en sortir. Et si le scooter décide de tomber en panne, déjà que tu galères avec un scooter qui fonctionne, si le truc, il lui manque une roue. On repart du coup après Tangalé, une fois que tu as mangé ton poisson, tu es sur la plage, que tu dis oh putain ça sent bon, je sens que ça va me plaire, je sens bien le mood, je sens le bon mindset. C'est quoi la suite? Eh ben écoute, après Tangal, déjà je me fais une sortie tortue. En fait, il y a des tortues qui viennent pondre sur une plage qui est pas loin, c'est Rekawa, si je te dis pas de bêtises. En fait, c'est un sanctuaire et tu as un centre qui protège toutes les tortues pondeuses. Donc tu peux aller voir avec eux, tu vas le soir, tu arrives à 22h, et là tu pars sur la plage et t'attends. Et on a attendu, je crois, 4 heures, qu'il y en ait une. On n'était pas en grosse période. Il me dit, ouais, vous avez peut-être un peu de chance d'en voir, donc tu es avec ta lampe rouge pour pas les effrayer, et tu attends 4 heures sur le sable jusqu'à ce qu'il y en ait une qui vienne. Et forcément, la seule qui vient, c'est la seule qui arrive à se mettre dans un bout de palmier et qui reste coincée, mais on avait de la peine. Ils nous disent qu'il faut pas intervenir. Et tu as de la peine pour elle, ça fait une demi-heure qu'elle est là en galère avec ses pattes, ses nageoires à essayer de sortir du truc. Et normalement, le gars, il dit, bon, bah,
Si on bouge pas, elle va rester là, quoi. Donc il l'a un peu aidée sans essayer trop de la toucher. Donc, mais c'était drôle et en même temps, tu dis bon bah ouais, c'est la nature. Elle aurait peut-être pondu, mais elle y serait peut-être restée, quoi. Donc c'est assez drôle de se dire que la seule tortue à laquelle tu as la chance que tu la chance d'observer se retrouve complètement coincée, empêtrée dans sa galère. Et ça c'était assez sympa. On n'était pas très nombreux, on devait être 4-5. Donc c'est assez cool à faire. Et tu vois vraiment le principe de la tortue que tu attends, qui sort de l'eau, qui pond, qui y retourne. Et puis bah là, pareil, tu es tout seul sur la plage. C'est une fondation que tu es allé voir? Ouais, et c'est à Rekawa. C'est une plage, c'est pas loin. En scoot, ça se fait assez facilement. Ça coûte rien, c'est 5 euros. Et on est un petit groupe de ouais, 5-6. Je crois qu'en grosse période, ça peut être plus. Mais là, sur l'été, pareil, je pense que du fait que ce soit pas la saison, il y a encore moins de monde qui y va, quoi. Et après Tangal, du coup, bon, bah là, comme il fait beau, je remonte un peu sur le centre et je m'arrête à Tissa parce qu'en fait, il y a le parc, il y a le Yalla Park où tu peux faire un safari. Moi, j'en ai jamais fait. Alors, le principe du safari où on est 30 000, c'est pas trop mon truc. Mais là, on peut voir un peu tous les animaux. Tu as même des léopards si tu as de la chance, tu as des éléphants, tu as un peu de tout. Et donc, je m'arrête à Tissa. Tissa Marama, il n'y a pas grand-chose à faire. Tu as un grand lac, tu as des petites balades à faire. Et c'est là où le militaire a essayé de m'arracher mon passeport. J'avais fait un tour en bateau sur le lac. Il me dit c'est 5 euros. Et une fois qu'on est arrivé, c'est 50. Je dis ben non, là, tu vois, je sais faire la différence quand il y a un zéro en trop. Je le vois, quoi. Et puis, j'ai pas demandé à racheter le bateau, je veux juste un tour en bateau, tu vois. Donc, non, 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 quand ça s'énerver, il va aller voir le militaire. Non, je crois même que c'est moi qui vais le voir. Il dit, écoute, là, c'est pas possible, je suis en train de. Le mec, il devient agressif. Et c'est lui qui commence à prendre parti du gars et vouloir prendre mon passeport, me l'arracher des mains. Je dis, ok, bon, ça commence à partir en sucette, on s'en va. Et pourtant, les gens, franchement, tout le monde est super sympa. Il y en a qui se baignent dans le lac, dans les rivières. Tu sens qu'il y a un vrai. Alors, je suis peut-être tombé sur une journée particulière, mais tout le monde est un peu dehors. Alors, je crois que c'était le week-end. On devait tomber sur un week-end, donc ils étaient peut-être tous dehors pour ça. Mais franchement, très bonne ambiance. C'est vraiment un village où très très bonne vibe. Et c'est de là que tu peux prendre une Jeep pour partir sur l'Yala Park. Donc généralement, ils viennent te chercher en pleine nuit. Tu restes là-bas, c'est 4 heures à peu près dans le parc. Tu vois vraiment pas mal de choses. C'est assez chouette à faire. Et quand tu as un bon guide, il va faire en sorte de ne pas se retrouver avec les 10 autres, de trouver son petit chemin à lui. Ils sont tous connectés, c'est assez marrant, ils sont tous connectés à un téléphone. Et dès qu'il y a le téléphone qui sonne, tu sais qu'il y a un animal qui a été repéré. Donc, tout de suite, ça bifurque. Et au bout d'un moment, on a vu des léopards. Alors, apparemment, là-bas, c'est la chance incroyable d'en voir. On a pu en voir deux. Bon, bah là, forcément, tu te retrouves avec les 10 jeeps qui se sont tous donné le mot. Et on est tous un peu les uns sur les autres, debout, à essayer de prendre une photo. Donc là, c'est le côté un peu moins sexy du safari. Mais tu Franchement, recommandes quand même. ouais. Il y en a Ok. qui n'aiment pas trop le côté safari. Après, ça dépend pourquoi tu y vas. Je trouve que pour une entrée en matière, et puis moi, c'est la première fois que j'y allais. Je ne savais pas trop quoi m'attendre. Mais encore une fois, voilà, je veux pas le safari où on est tous les uns derrière les autres, où tu as tout le monde qui crie, qui descend, tu sais, ceux qui vont descendre, prendre les lieux en photo, enfin n'importe quoi. Là, tu sens que c'est quand même assez respectueux. Une bonne expérience. Par rapport aux éléphants, j'avais cru voir que, par exemple, tu pouvais en croiser tout le temps en bord de route de manière assez accessible. Ah, quand j'ai accessible, évidemment, en se méfiant, mais Ouais. que tu n'avais pas forcément besoin d'organiser un safari pour les voir. Ouais, en fait, c'est plus sur Sigiriya où tu vas en avoir sur le bord de la route et même la nuit. Et quand tu es en scooter la nuit et que tu as un éléphant qui te fonce dessus, il y a du vécu. Tu vois, honnêtement, alors c'est peut-être un problème, mais j'ai pas peur de grand-chose. C'est pour ça que je me retrouve particulièrement dans des galères, enfin des galères, tu vois, comme l'histoire du scooter, l'éléphant, etc. En fait, j'étais à Damboula à ce moment-là et je voulais aller sur le gros rocher du Pidirongala, qui est en face de Sigiriya. Et puis Durangala, tu peux y aller soit le matin pour voir le lever de soleil, soit le soir pour voir le coucher de soleil. Alors, je recommande plutôt le coucher de soleil qui est beaucoup plus chouette, je trouve. Et en fait, entre les deux, tu as Sigiriya. Et effectivement, dans un guide, j'avais vu qu'il préconisait de faire gaffe à cet endroit-là parce qu'il y a des éléphants qui sont vraiment en mode sauvage et t'en croises dans la journée au bord de la route. Et puis donc là, je suis en scout, je vais sur mon rocher, le soleil, super sympa, et tu rentres de nuit. Puis je me dis, bon, bah ok, je vais faire le tour de la cité parce que tu as un petit chemin de terre qui fait le tour de la cité. Et là, au bout d'un, mais je sais pas, la forêt, elle est à 5 mètres. En fait, déjà, tu sais pas trop ce qui se passe. Tu entends un gros bruit sourd et je tourne la tête et là, je vois une masse énorme.
que tu as quand même une belle lune. Donc là-bas, c'est ça qui est bien, c'est que, bon, évidemment, tu as tes phares de scooter ou tuk-tuk, etc. Mais tu es quand même bien éclairé. Et je vois cette forme grise avec ses grosses oreilles. Je pense qu'il m'aurait pas écrasé. Je pense que c'était un coup de pression qu'il mettait. Il te charge pour protéger. Je pense qu'il y avait peut-être la famille derrière. Mais là, il se retrouve, tu es à 5 mètres de lui. Je pense que j'ai jamais autant tremblé de ma vie. J'avais un tuk-tuk qui arrivait en face de moi à ce moment-là. Le mec, il fait demi-tour. Je le vois limite sur 2 roues au lieu de 3. Et, et on se retrouve, je sais pas, à 1 kilomètre. Je suis obligé de m'asseoir dans son tuk-tuk tellement j'ai plus de jambes, j'ai plus de bras, je ne tiens plus debout, quoi. Et bon, après, en fait, c'est l'adrénaline, la peur, et après, très vite, on en rigole et ça devient. Tu vois, je reprends mon scout, je me dis, mais j'ai failli me faire écraser par un éléphant, quoi. Je me suis endormi, j'étais encore un peu, tu vois, un état de choc, mais pas, tu vois, pas traumatisé. Vraiment l'état de choc où tu te dis, merde, qu'est-ce que je viens de voir? Et puis, où tu te dis, est-ce que je l'ai vraiment vécu, quoi? Tellement c'est improbable. Puis là, tu dis, ok. Et là, tu reprends et tu dors très bien. Et le lendemain, tu pars faire tes affaires et tu as ce souvenir-là. Mais tu te dis, mince, putain, j'ai quand même un éléphant qui a failli me foncer dessus, quoi. En tout cas, je Donc, comprends mieux pourquoi ils disent en effet quand tu loues un scoot ou un tuk-tuk, ils recommandent de ne pas rouler la nuit. ouais, c'est réel. C'est vraiment réel. Alors là, c'était sur un petit chemin, donc plus de chances de croiser un éléphant. Mais sur les axes principaux, ouais, tu peux en croiser parce qu'en plus, c'est un endroit où t'as pas mal d'éléphants qui se baladent parce que tu as 2 énormes, voire même 3 énormes parcs nationaux qui sont là et où tu peux en voir pas mal. Ouais, c'est quand même assez risqué, quoi. On sait qu'au Sri Lanka, il y a aussi pas mal la partie montagne. Est-ce que là, c'est pareil, ça doit être une toute autre ambiance, mais c'est quoi? C'est plutôt les singes là, qui sont à l'affût? Écoute, dans les montagnes, j'ai pas vu de singes, non, ouais, non. C'est plus dans les parcs où tu vas voir des animaux, puis les éléphants vraiment en mode sauvage, mais pas de non. C'est quoi comme ambiance dans les montagnes? Bah, les montagnes, en fait, moi, j'y étais, c'était sur Ella, essentiellement, où là, tu es dans les montagnes. Alors, ils disent hein, que tu peux voir des animaux, des singes, mais c'est plus plantation de thé. Tu as beaucoup de plantations de thé, c'est très brumeux, en plus. Et là, moi, j'y suis repassé, j'y suis allé 3 fois, parce qu'à chaque fois, ça se recoupait par un passage, et c'est vraiment c'est pas vraiment une ville, c'est pas non plus un village, mais c'est un endroit que j'ai vraiment adoré. S'il y a bien une ville que j'ai aimé là-bas, c'est cet endroit-là. Je pourrais pas dire pourquoi. Il y a un truc, il y a une âme, il y a un truc réconfortant. Et tu vois, vers la fin, j'ai fait l'Adam's Peak. L'Adam's Peak, tu as 2 possibilités. Soit tu te fais les 5000 marches et tu as une vue qui est incroyable, soit tu te fais les 5000 marches sous la pluie, dans la brume, et tu vois rien. Bon, bah, moi, j'ai rien vu. C'est comme le Machu Picchu, hein. Il y a des moments, c'est tout. C'est t'y es au C'est bon ça. endroit ou t'y es pas. Mais c'est pas grave. Je crois que même Et quand ça, t'es pas au bon endroit, c'est pas pour rien. Il se passe d'autres choses. Et et ça fait partie voilà, du ça reste truc. nature. Ouais. Ouais. Et tu sais que avant de partir, on te le dit. On te le dit que bon bah voilà, une chance sur deux, il n'y a pas de bonne saison. Tu es vraiment en pleine montagne, c'est oui ou c'est non. Bon bah et sur la route, la veille, il faisait vachement beau, c'était cool. J'ai peut-être un peu de chance. Puis en pleine nuit, il commence à pleuvoir, et puis tu pars à 2-3 heures du mat. Bon bah là, tu sais que c'est mort, quoi. Mais tu te dis bon ouais, je suis là, je monte, on sait jamais. Peut-être que je vais passer au-dessus des nuages, peut-être que si, peut-être que rien du tout. Tu arrives là-haut, tu ne vois rien, il pleut des trombes. Et puis la descente, puis j'avais trouvé un petit chat qui miaulait. En vrai, ça a été, je pense, une de mes expériences les plus puissantes là-bas, après l'éléphant quand même. En fait, je monte et t'as des miaulements, t'es avec ta lampe de poche et tu vois un chat qui est trempé jusqu'aux os. Tu dis, bon, bah ok, il flotte, il a dû s'égarer, je le mets sous un petit banc, je sais pas, il y a un banc en pierre, machin, je le mets là, je trouve une plaque en métal, je le mets par-dessus. Puis je monte, je fais mon truc et tout. Puis ça, il continue, mais vraiment à pleuvoir des cordes. J'ai une vidéo où tu vois des torrents sur les marches au retour, parce qu'à l'aller, il était plutôt dans le noir. Puis je monte là-haut, ok, bon, brume, on sait que le temple ne sera pas ouvert, on verra rien. Il y a quand même un type qui est là, couvre son petit truc à côté, on est 3-4, il nous propose du thé. Et là, je me dis, bon, bah, de toute façon, voilà, il est 6 heures du mat, on verra rien, je redescends. Puis là, je repense au chat, tu vois, je me dis, mais attends, ça fait 5 heures qu'il flotte. Ah, je commence à galoper, je me dis: «Je l'ai laissé là, faut que je vois, quoi». Puis j'arrive au banc, plus de bruit, je fais: «Oh putain». J'ouvre le truc, je vois qu'il bouge pas trop. Je fais: «Oh non, c'est pas possible», et là, tu te sens responsable, tu vois? Et je prends le chat, je vois qu'il respire un peu. Ah. Je fais: «Non, gars, tu dans mes mains, tu peux pas mourir dans mes bras». Donc bah, là, on va descendre. Il me reste juste 4000 marches avec, des trompes d'eau à faire. Oh là là, j'ai galopé comme un fou. Je suis descendu, il y avait des moines qui dormaient avec un petit feu, donc je me suis arrêté, j'ai essayé de le réchauffer, on l'a mis mais à 2 centimètres des flammes pour le réchauffer, il reprenait un peu vie. Je me dis: «Continue, hein, Michel, hein, tu vas pas mourir dans mes bras, ça c'est sûr». Et je galope et je descends, donc la montée était plus longue que la descente,
Et je regrette un peu, j'aurais bien aimé l'adopter, mais tu sais, à ce moment-là, c'est toujours le truc, tu dis, ah, je l'adopte, c'est génial, mais tu as des papiers à faire. L'aéroport, tu as une chance sur deux qui te l'accepte pas, qui truc. Et donc, je l'ai laissé en bas chez des amis. J'avais l'impression qu'il n'était pas là par hasard, que c'était une vraie rencontre. Peut-être. Après, tu vois, ça m'a pas transformé, ça m'a pas. C'est une expérience qui a été folle à ce moment-là parce que tu te sens responsable de ça. C'est un C'était ce chaton? là. Ah ouais, je pense il devait avoir un mois, tu vois, même pas. Donc là, tu te sens un peu responsable. Puis il est en train de, tu peux pas le poser là. Tu dis, bah écoute, j'ai pas le temps, il faut que je descende. Non, c'est pas possible. Il est dans tes bras, il respire à moitié. Cours, quoi. Il y avait des moines, tu disais, qui étaient là en train de faire un feu. Est-ce que ça fait partie des rencontres dont tu te souviens? Ouais, alors, en fait, oui et non, parce que bah, ils ont été là à un moment qui était important plus pour ce chat que pour moi, enfin indirectement pour moi, parce que je pense que ça m'a évité un drame et d'être triste quelques jours. Mais ils parlaient pas bien anglais, voire pas du tout, donc ils comprenaient la détresse dans laquelle j'étais, ils comprenaient ce que je voulais faire, et puis bah eux, voilà, très portés animaux et compagnie, tu vois, sur le bien-être de tout le monde. Donc ils ont vraiment pris le truc au sérieux, ils m'ont vraiment aidé, ils ont réallumé le feu, ils m'ont donné des fringues parce que moi je commençais à avoir épuisé tout ce que j'avais dans mon sac à dos, mes shorts, etc. Donc ouais, on est resté une heure et demie ensemble, et puis ouais, tu sentais tu vois, ils me portaient un peu, ils savaient que j'y allais, mais voilà, j'avais repris un peu de courage avec eux. Donc ça a duré, voilà, ça a duré pas très longtemps, mais ouais, ça m'a reboosté un peu, et je pense que le petit chat, ça lui a permis voilà, de se réchauffer un peu et de sentir qu'il y avait du meilleur qui arrivait, quoi. C'est Donc chouette. ouais, la Dame Speak, c'est un peu le seul souvenir que j'ai. Il paraît que c'est joli, hein. Il paraît que la vue est magnifique. J'y retourne pour voir ça, mais en tout cas, la brume, si tu y vas, la brume, elle est assez sympa. Tu vois rien à 10 mètres. C'est une expérience. C'est chouette. Est-ce que tu peux nous parler un peu des Sri Lankais? Extrêmement accueillant. Extrêmement accueillant. Tu peux frapper un peu à n'importe quelle porte. Tu leur fais pas peur. Toute l'Asie est comme ça, même s'ils ont rien, ils t'accueillent à bras ouverts. Ils te partagent le repas. Alors là-bas, tu as quand même beaucoup d'habitants qui sont prêts à ça, et tu le sais. Ils l'indiquent soit sur des guides, soit sur des. Ils te partagent une carte de visite par-ci, par-là, ou un tel dans tel village va t'envoyer chez son ami dans un autre village. Ils sont quand même prêts. Donc il y a pas une fois où je me suis retrouvé vraiment en galère et à devoir vraiment dormir nulle part. Mais non, non, ils sont extrêmement accueillants et serviables et très, très solidaires. Une fois, j'étais dans un petit village, je ne sais plus trop lequel. Je prends un bus et comme je te disais tout à l'heure, les bus là-bas, c'est extrêmement facile de comprendre comment ça fonctionne. Là, je sais pas, je me retrouve dans un carrefour, il y a deux ou trois bus qui passent ou qui suivent. Bref, je m'emmène un peu les pinceaux. Je monte dans un bus, je suis sûr de moi, je pose le sac. Et puis, au bout d'un moment, j'ai un doute, je vais voir le chauffeur, je dis, bah, vous allez bien à cet endroit-là? Il me dit, oh, pas du tout, c'est l'autre bus qui est parti il y a 5 minutes. Et là, je sais que c'est mort parce que lui, il va tourner au bout d'un moment, enfin, je reviens en arrière. Il dit, attends, on va trouver un truc, on va le rattraper. Et là, il y a quand même, je sais pas, une trentaine de personnes dans le bus. Il y en a quand même 4-5 qui sont avec moi, qui disent, ah, ouais, on va trouver une solution, attends, vas-y, le chauffeur, attrape-le, on va klaxonner et tout. Ils se mettent à klaxonner le bus, ils tapent des accélérations. Je me demande même s'il rate pas un arrêt, tu vois, histoire d'eux. Il arrive à rattraper le bus, je descends, ciao, je remonte dans le bus, et le gars, quand je m'étais déjà trompé une fois, il me fait pas payer le ticket. Il me dit, non, mais c'est bon, tu l'as payé avec mon collègue, c'est pas grave. Je fais, ok, et je me retrouve dans le bon bus qui m'amène, du coup, je sais plus où. Et incroyable. Et c'était pas, je crois que c'était la première semaine où j'y étais, où je dis, bah, attends, mais tu fais ça ailleurs, c'est non, bah, soit tu descends, soit tu arrives à péter au schnock, et puis tu reprends un bus, on s'en fiche, quoi. Donc voilà, c'est très comme ça. C'est très comme ça. À Siguia, j'ai dormi chez un type qui m'a emmené plus tard, et on a fait 50 km ensemble en voiture pour qu'il m'emmène dans un vieux temple à Ritagala, d'un truc où personne ne va, truc perdu. Il me dit, ah, attends, je connais, vas-y, je fais le guide. Il m'a rien demandé, tu vois, je lui ai filé de la thune derrière parce qu'il avait quand même fait 50 km aller, et puis il avait 50 km retour à faire. Il dit, oh, ça me fait plaisir, puis c'est sur ta route pour après, etc. Enfin, tu vois, c'est vraiment, si tu as un truc, si tu es sur le bord de la route, il s'arrête, il t'aide. J'ai déjà eu un tuk-tuk une fois qui m'a pris gratuitement. Il me dit, non, mais on n'est pas tous là pour faire de l'argent. Là, je rentre chez moi en plus, tu es sur ma route, vas-y, monte. Enfin, tu vois, c'est beaucoup de trucs comme ça. Alors, généralement, 90%, tu payes, parce que c'est aussi le business, et tu n'es pas non plus là pour ne pas payer. Ils se partagent, ils font venir la famille, ils essaient de te marier aussi avec leur fille une fois ou deux. Tu te sens vraiment accueilli. Tu vois, c'est pas on t'accueille parce que tu mets un billet derrière. C'est vraiment, d'abord, on t'accueille, et puis après, tu payes pour la prestation, mais c'est d'abord l'accueil. Tu vois, c'est vraiment, est-ce que tu es bien? S'il te faut changer de chambre, on te change de chambre. Attends, je vais te chercher là, je t'accompagne ici. Qu'est-ce que tu veux manger? Enfin, tu vois, c'est vraiment, tu vois, je te disais tout à l'heure,
le gars avec son poisson qui me fait cuire alors que c'était pas prévu, il aurait pu me dire non, bah là, bon, après, il y avait aussi une histoire d'argent, ça l'arrangeait aussi sûrement, mais tu vois, il aurait pu me dire, bah non, là, ça m'arrange pas, j'ai pas j'ai rien à te faire à manger. Ben non, il va trouver une solution, il va courir. Nilaveli, une fois, un matin, je voulais un milkshake à la banane. Enfin, il proposait des milkshakes à la banane, machin. Je lui en demande un. Il fait, oui, oui, on en a, il n'y a pas de problème. J'entends la porte derrière qui se claque, et le gamin, et je le vois en plus, il court, il traverse la route, il va dans le petit truc où ils vendent des chips, des fruits, machin. Il revient en claquette. Donc, en fait, tu entends les claquettes qui claquent, clac, 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 et avec ses bananes dans la main, hop, la porte qui claque. 2-3 minutes après, tu entends, le mixeur et tout. Hop, il m'apporte mon milkshake. Bah voilà, on a un milkshake. C'est génial. J'adore, Je vais pas j'adore. demander d'avoir les bananes à dispo. Je vais juste demander un milkshake à la banane. Il l'a fait. Il aurait pu me dire, ah bah non, là, ça m'arrange pas, j'ai pas les bananes. Est-ce que tu peux ça? J'aurais choisi autre chose. Non, tu as demandé un truc, ils vont se débrouiller pour l'avoir. Au niveau de, tu vois, quand on regarde un peu sur les réseaux, c'est très Instagrammable parfois sur t'as 10 points qu'il faut à tout prix faire. Il y a le train et là, enfin, tu vois, t'as toujours l'impression que c'est de plus en plus un peu des spots Instagrammables. Je pense que c'est des spots qui méritent d'être vus, hein, la plupart. Mais est-ce que c'est bon aussi de se perdre dans la mauvaise direction, comme on dit, et de justement de se laisser porter, ou quand même c'est tous des endroits qu'il faut voir? Alors, déjà, tout ce que tu vois Instagrammable est Instagrammable. Même après, il y a Instagrammable et Instagrammable. Quand tu dois attendre une demi-heure pour faire ta photo du train où tu es, à l'extérieur et que tu as une chance sur deux de te manger un poteau dans la tête. Bon, bah, ok, oui, tu vas faire ta photo, c'est chouette, mais en fait, tout le monde l'a. Donc, il y a Instagrammable, il y a Instagrammable. Moi, pour moi, Instagrammable, ou en tout cas, ce qu'on peut partager, parce que c'est vrai qu'Instagrammable, aujourd'hui, ça fait très, on veut du like, on veut avoir la plus belle photo. Ou est-ce que tu veux partager sur Instagram un endroit où les gens n'y sont pas allés, donc le côté tu vois, les plages dont je te parlais tout à l'heure à Tangalé, j'en vois pas beaucoup, moi, sur Instagram, sur des blogs, parce que les gens n'ont pas forcément le temps. Moi, j'ai eu cette chance de pouvoir partir 5 semaines aussi, hein, ça joue beaucoup. J'aime bien partir longtemps et plus qu'il n'en faut pour justement avoir le temps d'aller me perdre. Donc, ouais, t'as plein d'endroits. T'as plein d'endroits, je crois que c'est à Mintal, t'as tout un petit endroit avec des petites stupas, t'as un grand Bouddha blanc, t'as plein de touristes et beaucoup de locaux. Et alors, c'est ça aussi là-bas, c'est qu'il y a des endroits très touristiques pour nous, Européens, internationaux, etc. Mais aussi, il y a plein de locaux. Et quand il n'y a que des locaux, tu sais que tu es un endroit où tout le monde ne va pas. Après, c'est sûr que c'est pas forcément sur la route de tout le monde. Mais même là, au bout d'un moment, moi j'aime bien. Tu vois, quand je suis à un endroit, je me dis, ah tiens, il y a un petit chemin là, où est-ce qu'il va? Tu as une chance sur deux qui t'emmène sur les toilettes ou qui t'emmène sur un dépotoir de fruits, de je sais pas quoi. Je sais pas, je monte des marches, etc. Mais j'ai un petit kilomètre à faire. Et là, il y a un petit stupa, un peu abandonné, mais pas du tout. Donc les stupas, normalement, c'est en briques. Et après, tu as, une grosse coque, généralement blanche, en enduit en tout cas. Et là, tu n'avais plus d'enduit, tu n'avais plus rien. C'était vraiment de la brique. Et il est là. Et en fait, tu arrives ici, mais il est haut de 2 mètres, hein, c'est un truc tout petit. Et là, j'ai devant moi toute la vallée, mais quand je mets à 360 degrés, c'est juste incroyable. Et je me suis arrêté, je sais pas, je suis resté 1 heure à regarder. Et en fait, c'est très bizarre. Je me suis senti très puissant à ce moment-là parce que j'ai l'impression, j'aime bien aussi me mettre, tu vois, revenir peut-être 500, 600 ans en arrière et me dire, OK, il y a des gars, les rois du machin, les princes de trucs, les habitants de ça, d'être là, de savoir comment ça se passait à l'époque. Et là, je me dis, mais attends, imagine, je sais pas, t'es le prince du coin, etc. Et tout ça, ça t'appartient. En fait, tu as ce sentiment de puissance parce que tu as tout ça qui s'étend devant toi. Et tu dis, mais tu as déjà une chance incroyable de pouvoir le voir et de ne pas être entouré de gens qui vont prendre des photos. Donc, tu as ce moment à toi. Et donc, tu as le temps de te mettre dans une bulle et te dire, waouh, ok. Et après, tu prends l'immensité du truc parce que tu vois à des cinquantaines, centaines de kilomètres. Et tu dis, ok, moi je suis minuscule là, dans cette région-là, et ça représente 1% de tout le Sri Lanka, voire encore moins, quoi. Donc là, c'est assez vertigineux parce que tu as vraiment tout ça qui s'étale, un peu comme quand tu es à Sigiriya, tu vois tout autour de toi, parce que c'est une région qui est assez plate à ce niveau-là. Donc ouais, ouais. J'aime bien ce genre d'endroit où c'est pas, voilà, c'est pas sur Instagram. Et après, est-ce que tu le partages? Tu vois, c'est aussi le grand débat. Est-ce que tu le partages ou est-ce que tu le laisses discret pour justement que si tu y retournes dans 10 ans, alors c'est pas moi, Nicolas, qui, grâce à ma photo, vais transformer cet endroit en truc ultra touristique, mais je me dis que ça, plus ça, plus ça, il y a forcément des gens, tu vois, le train, personne ne le prenait avant, mais qui l'a pris la première fois, qui l'a partagé, qui fait qu'aujourd'hui tout le monde y va. Donc il y a des fois, il y a des endroits que je partage pas,
Parce que je me dis, je préfère garder un peu secret, un peu discret, et à la limite le donner à deux, trois personnes qui passent dans ce coin. Je dis, va voir là-bas, il y a un petit truc assez sympa, je t'en dis pas plus. Comment tu t'organises le matin justement? C'est quoi? T'es plutôt à regarder avec ton téléphone et sur la carte en disant tiens, j'irais bien me perdre un peu par là, ou t'écoutes les locaux. Comment t'organises ta journée? Généralement, je prévois la veille au soir. Je sais un peu ce que je veux faire le lendemain. Je sais où je veux aller, je sais ce que je veux voir et tu confirmes quand même avec les personnes chez qui tu es. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il y a pas un autre chemin? Est-ce qu'il y a pas un autre truc à voir? Alors des fois, ils vont dire: «Oublie ça, va plutôt là» ou «Fais ça, mais oublie pas d'aller voir le petit truc et tout». Donc c'est plus, voilà, je prends des petits tips en plus. C'est assez rare qu'on m'ait dit vraiment: «N'y va pas du tout, ça vaut pas le coup». Et puis même quand on me dit ça, je lui dis: «Bon, peut-être que lui, ça le vaut pas parce qu'il passe devant tous les jours, que pour lui, c'est banal, mais pour moi, ça le sera pas». Donc bon, il se trouve qu'il y a des fois, c'est complètement banal et tu te dis que tu aurais pu, économiser du temps, mais voilà, ça vaut le coup de se faire valider par quelqu'un qui connaît. J'essaie aussi de savoir comment j'y vais, savoir est-ce que je prends un tuk-tuk, un taxi, est-ce que j'ai le scoot? Puis là, je pars assez tôt, plus généralement, comme ça, tu sais qu'il y a personne, tu es un peu avec les premières lueurs, donc généralement à 8h, 7h30, 8h, je suis parti. Généralement, je sais, ouais, le matin où j'ai envie d'aller et comment se profile la journée. Des fois, as pris un peu plus de temps, donc tu enlèves une partie. Des fois, tu l'enlèves complètement ou tu arrives à la mettre sur le lendemain, alors en partant un peu plus tôt ou en allant un peu plus vite. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est qu'il y a des fois, quand tu prévois pas du tout, tu peux te retrouver coincé pendant 2 jours. Alors des fois, ça amène à des choses sympas, mais tu peux te retrouver coincé et là, ça peut poser problème parce que tu avais pas prévu et ça t'empêche d'aller voir un autre truc et cetera. Pour quelqu'un qui va partir 3 semaines, un mois, parce que de toute façon au Sri Lanka, je pense que tu pars pas en tout cas moins de 15 jours. Ça serait quoi ton top 5 ou les top 10 si on peut aller jusque-là, mais des lieux que tu recommandes et où vraiment tu t'es senti bien ou juste parce qu'il y avait une ambiance ou une vue? Est-ce que Ouais. tu peux essayer d'en ressortir? Ouais, bah, déjà le sud, tu vois, Tangal, mais parce que j'ai eu une météo qui était incroyable. Ouais, ça, je pense que ça vaut clairement le coup de le faire. Kataragama, qui est au-dessus de Tangal et du Yala Park. Tu vois, c'est un petit village, j'y suis allé parce que c'était sur le chemin et je me suis retrouvé en plein festival, et je m'y attendais pas, hein. On s'est retrouvé, enfin, je me suis retrouvé avec, un type qui m'a dit qu'on était 100 000, 200 000 personnes, avec des gens qui venaient de tout le Sri Lanka. Enfin, c'est un des plus gros trucs après le festival Pereira à Kandy. C'est un des plus gros trucs à Kataragama. Donc là, tu as des processions d'éléphants, des jongleurs, et je me suis retrouvé là, mais complètement par hasard. Donc si on arrive à ce moment-là, ça vaut le coup. Sinon, c'est une ville qui a pas forcément d'intérêt. Donc il faut choper le bon moment. Après, Sigiriya, qui est assez touristique, mais qui est assez puissant, parce qu'il y a quand même tout un côté archéologique où tu sais que ça a été un endroit, une forteresse, une citadelle vachement importante à l'époque. Donc, puis voilà, tu as quand même ce rocher, c'est dans le Patte de Lion, ouais, ça vaut le coup. J'ai fait un deuxième safari avec les éléphants, qui est juste à côté, qui est juste incroyable, parce que là, tu te retrouves avec, je sais pas, il y avait 300 éléphants, je crois. Et ça, pour le coup, ça vaut le coup. Il y a pas mal de jeeps, mais pareil, si on veut voir des éléphants dans leur environnement naturel, et puis c'est pareil, si tu vas, t'en vois ou t'en vois pas, tu sais pas, mais ça vaut le coup. Si on a un peu de temps, bon, ça dure pareil, ça dure 3-4 heures. C'était après Sigiriya. Toute la côte est, est-ce que c'est quelque chose que tu as aimé? Ouais, c'est sympa. Alors moi, j'y suis allé pour faire de la plongée. Ouais. J'y suis pour faire la plongée. Je savais qu'il y avait des épaves à voir là-bas. J'y suis allé, mais il y avait toute la tempête qui était passée, donc ça avait vachement remué les fonds, donc il y a une visibilité qui était horrible. On voyait à 5-10 mètres. Donc je suis allé sur une épave ou deux et on n'a pas vu grand-chose, donc pas fou. Je pense que quand tu as une belle visibilité, c'est cool. Et après, je suis monté sur Trincomalee et Nilaveli pour faire de la plongée, vraiment aller voir des poissons et tout. Pareil, plongée pas folle, mais le coin est vraiment chouette. Les plages sont belles. Un peu plus de monde parce que là, bah, comme tous les centres de plongée du sud sont montés sur la côte est, c'est vraiment leur saison. Voilà, t'as plus de touristes. Et c'est marrant parce que j'ai retrouvé un guide qui est, je sais plus, je crois qu'il était allemand. Non, il était peut-être même français, que j'avais croisé en Indonésie l'année d'avant. Son visage me parle, mais oui, mais t'as été où? Bah, j'étais là, là, bah, c'est là qu'on s'est vu. Et ça a été un de mes guides de plongée un an avant. Donc, très drôle. Et ouais, et le coin est magnifique, la plage est magnifique, les balades sont pas folles à faire. Donc si on plonge pas, c'est pas forcément l'endroit en plus c'est loin, tu vois? Il y a vraiment du bus, limite 10-12 heures de bus à faire et cetera. Donc
c'est pas forcément le coin qui est dingue à faire. Je pense que, tu vois, je suis allé sur la côte ouest à Calpitia. Là, c'est chouette. C'est chouette, les plages sont vraiment sympas. Sinon, les plus belles plages, ouais, pour moi, c'est le sud. Je pense que quand c'est la saison, les plongées doivent vraiment être folles, quoi. Mais c'est vrai que souvent, sur le mois d'août, on recommande plutôt la partie soit centre pour tout ce qui est, voilà, ce que tu viens de dire, sur la partie est pour le côté plage. Il y a Arugambe aussi, je crois, dont on avait parlé. À Rougambe, ouais, c'est plus sud-est et beaucoup plus touristique parce que tu peux faire du surf là-bas. Ouais. C'est vraiment, ouais, ouais, c'est un spot extrêmement connu pour ça. Donc il y en a plein qui vont là-bas que pour ça. Mais je pense qu'après, tu peux retrouver aussi un peu l'ambiance des surfeurs qui est quand même assez chill, qui peut Complètement. plaire aussi, en tout cas, si tu pars 3 semaines, un mois, voire un peu moins, c'est sympa de toucher comme ça à différentes ambiances. Complètement. Moi, j'avais rencontré un groupe de 3 filles là, qui voyageaient dans tout le Sri Lanka et qui faisaient un stop d'une semaine là-bas, justement, mais c'était prévu dans leur voyage. Et tu sais, c'est un peu comme quand tu vas à Bali, tu vas soit à Kuta Lombok, soit tu vas dans le sud de Bali, et tu sais que tu y vas pour ça. Mais je pense que ça m'aurait pas forcément plu. Déjà, je surfe comme une planche, c'est une galère. Je pense que j'étais déjà, tu vois, un peu dans mon côté très imprégné Sri Lanka, un peu solo, un peu, donc ça m'aurait fait un électrochoc un peu trop, même sur Trincomalee, il n'y avait pas grand monde. Mais je pense qu'à Rougambe, ouais, à ce moment-là, il y avait pas mal de monde parce que beaucoup à cette période-là, elles savaient que les vagues étaient bonnes là-bas. Donc c'est, ouais, pour ceux qui aiment le surf, c'est un des meilleurs spots, il paraît, dans ce coin-là. Ouais. Toi, tu étais vraiment en recherche, mais c'est bien, ça veut dire qu'au mois d'août, c'est quand même encore possible aussi d'arriver à faire un voyage ultra slow et presque seul, quoi. Ouais. Ah ouais, complètement. Il y a vraiment des jours où je me suis retrouvé. Tu es avec ton scout, ou tu prends le bus, tu croises personne, enfin en tout cas pas de touristes. Et quand on croise, c'est sympa, tu échanges quelques mots, tu manges avec, et puis le lendemain, bah, en fait c'est tellement grand. Et puis contrairement à certains pays, je pense à la Malaisie par exemple, où c'est difficile de recroiser des routes vers l'intérieur, tu es obligé de faire le tour de l'île. Là, il y a tellement, tu arrives à Kandy, tu peux partir dans tous les sens, tu arrives à Ella, tu peux partir dans tous les sens. Voilà, il y a toujours 30 000 chemins qui partent de chaque ville, village. Donc, c'est pas forcément facile de suivre le même chemin que les autres. De temps en temps, tu vas te retrouver 3 jours, 4 jours après sur un autre village parce qu'ils ont fait un autre parcours. Il y a tellement de parcours. Et pour le coup, c'est ça qui est bien, c'est que tu peux partir une semaine, 10 jours, 3 semaines, cinq semaines. Tu as toujours un chemin à faire. Tu vas raccourcir ta boucle, tu vas l'agrandir. Le Sri Lanka, pour moi, qu'on parte une semaine ou 3 mois, on trouve toujours un bon chemin et le temps de faire tout, quoi. Et Candy, j'en ai entendu vraiment du bien aussi. Est-ce que toi, tu as ressenti une belle émotion dans cette ville? Bah, tu vois, c'est pas la ville qui m'a le plus plu. J'y avais été parce qu'il y avait le gros festival. J'y suis passé 2 fois. Une fois pour y aller. Je partais dès là. J'ai pris le train pour y aller parce qu'il y avait ce festival-là. Pareil, je dors à un endroit et en fait, j'explique au gars que je vais voir le festival. Il me dit, attends, je connais quelqu'un qui va vous aider. Parce que là-bas, si tu n'y es pas 6 heures avant pour réserver ta place, tu te retrouves derrière, tu vois rien et t'es debout. Enfin, c'est assez compliqué. Donc généralement, il faut y aller très tôt en avance. Et en fait, ce type a un ami qui a, je sais plus ce que c'était, un mini resto, un truc comme ça, où il a réussi à nous faire passer. On était à 2 mètres de la rue où il y avait les processions d'éléphants, les jongleurs et tout le festival. Donc plutôt chouette. Mais au-delà de ça, tu peux aller te perdre dans la forêt qui est au nord là, du lac. Tu peux être faire masser. Tu vois, j'ai pas trouvé qu'il y avait 30 000 trucs à faire. Ouais, c'est pas forcément la ville où je me suis le plus plu, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres pépites que tu aimerais nous partager qu'on n'a pas encore évoquées? Bon, bah, après, tu as toutes les cités anciennes, Polonnaruwa, Anuradhapura, qui sont magnifiques, là pour le coup, qui sont vraiment, vraiment sympas à faire. Après, ça fait partie des bangers à faire au Sri Lanka. Pour le coup, Polonnaruwa est assez différent parce que tu arrives, c'est une cité archéologique qui est vachement condensée. C'est-à-dire que tu as une sorte d'immense allée centrale où tu as plein de trucs à gauche, à droite. Les temples sont incroyables. Je pense que c'est un des plus beaux endroits quand on aime ce côté un peu cité antique que j'ai vu là-bas. Et Anoura, c'est complètement différent, c'est vachement éparpillé. Tu vas avoir une stupa par-ci, un temple là, une piscine là. Donc, c'est bien de le faire en plus en vélo. Moi, j'avais loué un vélo, c'est assez chouette. Tu le poses, tu vas avoir ton truc. Le faire à pied, c'est immense. C'est vraiment gigantesque. C'est vachement éparpillé, alors que Polonnaruwa, c'est beaucoup plus condensé. Donc, tu le fais en 2-3 heures, je pense. En Donc, tout ça, cas, de ce qu'on retient, c'est que c'est pas forcément
Un voyage qui se prépare trop à l'avance, mais on peut se laisser porter sans trop rien préparer, quoi. Ouais, et sur la route, tu prends un bus, où tu demandes où est-ce qu'il faut aller. Je pense que tu pourrais même ne rien regarder, ne rien préparer. Tu y vas, tu prends le train dans n'importe quelle direction, tu trouveras des trucs cool à faire, des gens qui vont te conseiller de t'arrêter à tel endroit, et tu seras toujours surpris. C'est vraiment un pays qui est vraiment magnifique à faire, quoi. Enfin, tu sais, il y a plein de pays où tu vois ça, puis oh, cette partie j'ai moins aimé. Moi, tu vois, je suis allé à Negombo, qui est à côté de Colombo. Bon, bah là, bon, t'as une grande plage avec les pêcheurs qui étalent leurs poissons, ça c'est joli. Mais le reste, il n'y a absolument rien à faire, rien à voir, c'est un peu tristouille. Donc c'est vraiment le seul truc où j'ai été un peu déçu, sinon non, t'en prends plein les yeux tout le temps. Faut accepter de se perdre un peu et puis de pousser. Après, ça t'emmène aussi sur des. Tu vois, j'étais à Kandakuli qui est donc vraiment à l'ouest du Sri Lanka. Et je m'arrête dans le petit village incroyable, magnifique, très prisé surtout à ce moment-là pour le kitesurf, et même au monde, hein, c'est apparemment un des meilleurs spots au monde. Moi, tu vois, j'aime bien un peu l'aventure, j'aime bien aller découvrir des super endroits où personne n'est allé. Et puis, je vois qu'il y a une grande langue de sable au bout du truc. Je me dis, ah bah tiens, je vais y aller, j'en ai pour 2 heures, aller-retour. Ok, je pars. Surtout à l'époque, je partais, bon, je me dis, je reviens dans pas longtemps, je prends pas à manger, je prends pas à boire, quoi. Je pars, puis là, tu marches sur du sable, tu mets un peu plus de temps déjà que prévu, et puis je croise des villages un peu abandonnés, enfin, même complètement abandonnés, il n'y a plus personne. Puis là, ça fait quand même 3 heures, tu vois, j'ai toujours pas atteint mon endroit, il fait 40 degrés. Là, je suis à pied. Puis je me dis, bon, ça commence à se compliquer, t'as pas croisé d'humain, t'as pas d'eau, t'as rien à manger. Et moi, j'aime pas, tu vois, abandonner. Et je me suis arrêté à 1 kilomètre, hein, au bout de 4 heures. Il me restait 1 kilomètre pour aller voir ce bout de truc. Et là, t'as plus rien. Je crois que à vol d'oiseau, 80 kilomètres plus loin, c'est l'Inde, ou 100 kilomètres. Je me suis dit, ça vaut le coup d'aller voir ça. Je me dis, ah, j'ai pas fait 4 heures, je suis pas au bout de ma vie juste pour m'arrêter là. Mais quand je te dis que j'étais épuisé au bout des 4 heures, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je fasse demi-tour. Et là, je fais demi-tour, mais il me reste 4 heures à faire dans l'autre sens. Et j'ai dit, mais là, je fais comment? Et là, je me suis inquiété. Là, je me suis dit, personne ne sait que je suis là. Mon téléphone, bah, il y a pas de réseau, il y a rien. Donc je me dis, bon, bah, on va croiser les doigts, quoi. Et en fait, Ford, la société Ford, les voitures, ont financé des puits d'eau. Alors, je sais pas trop pourquoi. Et en fait, donc, je me retrouve à escalader, donc ils sont protégés par une barrière. Mais alors, tu te dis, bah là, il me faut un truc, quoi. Donc, tu escales le truc, tu ouvres le puits, c'est de l'eau douce. Bon, je sais pas trop si je peux la boire. Donc, je me dis, bon, on va pas le tenter. Au moins, je me rafraîchis, je m'hydrate. Puis j'avance, et au bout d'un moment, sorti de nulle part, tu as un tracteur. Perdu de chez perdu, et là, il y a un tracteur. Et en fait, c'est un tracteur qui est venu récupérer de l'eau dans ces puits-là pour le mettre sur un bateau pour les petits villages des îles d'à côté. Et en fait, ils me récupèrent, je m'accroche à leur citerne, et les gars, ils me donnent à boire, ils me donnent à manger. Mais je pense que sans eux, je donnais à manger aux corbeaux, quoi. Donc, il y a des fois, tu vois, le Sri Lanka, c'est bien de se perdre. Et du coup, bon, je me suis chopé une insolation, j'ai fini dans le mal, je me suis retrouvé. Ah, mais non, parce que ça, c'est un délire. Parce que du coup, installation, mais ça, je ne me rends pas compte tout de suite. Je rentre au village, donc là, tu es super heureux. Et je prends le bus le lendemain pour Colombo. C'était la fin de mon voyage. Et là, je suis pas bien. Un peu nauséeux, machin. Je monte dans le bus, mais vraiment à contre-cœur. J'ai envie de dire, abandonne-moi au bord de la route, je veux rester là. Et le mec, donc je monte dans le bus, et je lui fais comprendre que je suis pas bien, quoi. Et en fait, au Sri Lanka, ce qui est marrant, c'est que tu montes côté gauche, tu as les deux, trois marches, tu as l'énorme endroit où tout le monde met leur sac, c'est un peu la bagagerie, et juste derrière, juste après, tu as le conducteur. Donc là, il voit que je suis pas très bien, il me dit, bah, attends, mets-toi là dans les bagages. Donc je m'enfonce dans les bagages, mon sac par-dessus, tu sais, pour me coincer, pour pas que je sois trop brinque-ballé dans tous les sens. Et donc je suis là, mais je m'enfonce, mais vraiment, je fais corps avec les bagages, parce que je sais que j'ai 6 heures de route et que c'est un enfer. Donc je me dis, ok, je me mets dans mon cocon, j'attends. Et là, donc déjà, bon, ça se calme un peu. Et là, c'est marrant parce qu'il y a une petite dame, je sais pas, elle farfouille un truc dans son sac, elle le pose à côté de moi, je suis à côté, mais je suis au bout de ma vie, donc je bouge pas trop. Et elle arrive pas à ouvrir la fermeture, moi je suis dans le mal, je sais me décaler un peu. Là, ça m'arripe, je me prends une droite de l'espace, elle me met un coup dans le nez, je fais, oh non, là t'es au bout de ta vie, tu réponds même pas, bon bah ok. Et puis la pauvre, mais elle est toujours au-dessus de moi, hein. Elle prend un sac, elle vomit dans son sac, elle est au-dessus de moi. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais je suis tellement mal, en fait, j'ai plus d'énergie, j'ai plus rien. Je me suis dit, de toute façon, tu peux pas bouger. Et puis, tu te dis au fond de toi que la situation est drôle, quoi. Et donc là, tu finis à Colombo, et c'est ça qui est génial, c'est que j'arrive dans l'hôtel, et là, tout de suite, le gars à l'accueil, il voit mon état, il me prend en charge, il me trouve une bouteille d'eau, il me change de chambre, il me met dans un truc seul. Donc vraiment, tu vois, on en parlait tout à l'heure, le côté vraiment accueillant,
et solidaire de ces gens-là. C'est incroyable. Une vraie bienveillance naturelle, quoi. Ouais. Et puis, tu n'as pas besoin de leur dire. Et puis, même si tu leur dis, ils disent, non, mais ok, c'est ok, on va faire ci, on va faire ça. Pour te dire, la bouteille, je ne l'ai même pas payée tellement. En fait, c'était vraiment un service. C'est comme si on était amis. Tu vois, c'est pas, attends, mais viens, on va te mettre là, là. Donc, tu vois, jusqu'au bout, tu as des galères. Mais ça, c'est des galères que tu n'as que quand tu pars un peu comme ça à l'arrache. Et c'est ce que j'aime bien aussi. Alors, ça te Ouais, et puis je pense des que trucs c'est compliqués, mais souvent dans les galères, c'est ce qu'on retient le plus, et puis il se passe toujours quelque chose après la galère. Donc, c'est comme ça. tu dis, soit tu fais quelque chose de très aseptisé et tout est organisé, et c'est très bien aussi pour certains, ou même tout Complètement. Et ça court. rassure. Voilà, c'est très rassurant, mais quand tu as vraiment envie d'expérience de voyage, voilà, c'est ce que tu vas chercher, quoi. Mais oui, et tu vois, cette insolation qui m'a fait rencontrer cette dame qui me met une droite, ce chauffeur de bus sympa, bah, ça te met aussi en contact avec eux, tu vois? Et pas juste, oui, bah, j'ai mon chauffeur de taxi. Encore une fois, hein, il y en a plein qui le font par facilité et par sécurité. Mais OK, tu vas nouer des liens. Alors par contre, c'est ça qui est bien, c'est quand tu as ton chauffeur de taxi potentiellement pendant 10 jours, tu vas réussir vraiment à nouer un lien fort avec lui. Il va pouvoir te parler de sa vie, donc tu vas pouvoir échanger de plein de choses. Mais le fait de rencontrer plein de gens et d'être à l'arrache, c'est que tu vas rencontrer des gens perdus au loin, qui n'ont jamais vu de touristes et qui vont être ultra heureux de te rencontrer et toi ultra heureux de partager des choses avec eux. Donc, tu vas vivre des choses différentes. Et je sais qu'il y a des choses que je ne vis pas, que d'autres vivent en ayant bah, leur guide pendant 10 jours, ou d'avoir un guide quand ils partent en trek parce qu'ils vont te raconter, bah, tu vois, l'arbre, le ci, la fleur, là c'est un ancien village de ci, où les gens vivent comme ça. Non, mais c'est super intéressant parce que c'est souvent quand même une question que tu te poses, qu'est-ce que je fais? En effet, le guide, comme tu dis, tu te sens protégé, puis il te fait connaître des coins que personne ne pourrait rencontrer, etc. Mais de l'autre, je pense que si tu cherches un peu d'aventure, il n'y a rien à faire, mais c'est en prenant le petit tuk-tuk qui est dans ton scout que ça Ouais. se passe, quoi. Ouais, et en plus au Sri Lanka, ce qui est bien, c'est que comme pour moi, contrairement à d'autres pays où c'est vraiment point A, point B, là, tu as beaucoup de tronçons. Le sud, le nord, le centre, etc. Donc tu peux très bien te dire, bon, bah, le sud, je le fais en solo, en scooter. Le centre, bon, bah, il y a tout ça à voir. Ok, je me prends un guide pendant une semaine, on va faire toutes les cités anciennes. Et au moins, tu vas m'expliquer, parce que moi, c'est peut-être ce qui m'a manqué dans certains cas. C'est, même si c'est vachement bien indiqué, franchement, ils sont très bons là-dessus. Beaucoup d'explications en anglais, etc. Ça m'a donné très très envie. Je savais que c'était voilà, un pays en tout cas qui avait l'air très, très cool, mais voilà, où il y avait beaucoup de choses à faire, à voir, à ressentir, mais en tout cas tu nous as donné encore plus envie qu'avant. Même si le tourisme, j'ai l'impression, tu vois, contrairement à Bali, où moi j'y suis allé l'année d'avant du Sri Lanka, donc 2018, j'aurais du mal à y retourner, parce que moi, là pour moi on est sur du surtourisme, ça n'a pas ressemblé à ce que j'ai connu il y a 7 ans, mais on parle même pas de ceux qui y sont allés il y a 20 ans, mais j'ai l'impression que le Sri Lanka, c'est tellement grand, je suis sûr que j'y retourne dans 10 ans, c'est encore protégé. Et forcément, les villes se seront sûrement agrandies. J'ai l'impression, contrairement à d'autres pays, qu'ils vont vachement se protéger de ça. Et tant mieux, parce que c'est aussi ça qu'on va voir. Si demain, tu es en surtourisme, bah, la courbe du tourisme, elle va s'inverser et c'est pas du tout bon pour eux, quoi. Et c'est vraiment un pays qui mérite d'être vu et des locaux qui méritent d'être rencontrés, quoi. En tout cas, merci pour ton partage. Je donnerai forcément le lien aussi de ton compte Instagram où il y a pas mal de vidéos que tu as pu partager. Et puis, en tout cas, c'était un plaisir de t'écouter. Merci Florence, en tout cas, pour l'invitation. Et c'est quoi le prochain voyage du coup? Là, je fais le Laos en mars. Là, j'ai pris les billets, je pars 3 semaines. Puis après, la Mauritanie, ça me plairait bien. Tu sais, je sais pas si tu vois le train de fer là, qu'il y a à faire là-bas. Ça, c'est un truc qui me botte bien. Après, c'est toujours ça. Si tu vois des photos, là, j'ai vu juste cette photo de train. Je me suis dit que ça va être vachement cool. Après, la Mauritanie, il y a tellement de choses belles à voir. Mais ouais, je pense que ça, c'est un des chouettes voyages à faire encore. Puis bon, après, il y a toute l'Amérique du Sud à attaquer. En tout cas, on sera peut-être amené à de nouveau se réécouter sur un prochain pays. Merci beaucoup pour ce partage et puis on se dit à très vite. Merci Florence, à bientôt. Salut. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec votre entourage. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et prenez quelques instants pour laisser un avis ou une note sur votre plateforme préférée. Vos retours sont précieux et m'aideront énormément. Merci d'avance et à bientôt pour de nouvelles aventures.